Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais parler de la programmation dynamique et déterministe. La programmation dynamique et déterministe, c'est une notion très importante qui est au cœur de théorie des graphes ainsi que dans la recherche opérationnelle. En quoi consiste-t-elle? La programmation dynamique n'est rien d'autre qu'une procédure de résolution des problèmes qui se pose dans différents domaines de gestion. Domaine de gestion des stocks, domaine de production des équipements et remplacement des matériels. Ça intervient dans les décisions commerciales, etc. Donc, ça intervient dans plusieurs domaines. Quelle est la différence alors qui existe entre la programmation statique et dynamique? Parce que quand on parle de dynamique, on voit toujours statique à côté. La programmation statique, dans la programmation statique, on considère les problèmes posés à un moment donné comme un tout isolé, un truc qui est isolé. Tandis que dans les modèles dynamiques ou programmation dynamique, on tient compte des répercussions dans le temps des décisions prises. Par exemple, dans la programmation de vente, la vente peut augmenter ou diminuer à un temps T plus 1 parce que les clients ne viennent pas toujours de la même manière. Éléments de base. Pour formuler un programme dynamique, il faut définir un ensemble de phases auxquelles devront correspondre les décisions. Quels sont ces éléments de base? À chaque étape doit être associé les étapes qui décrivent la situation du problème. Deuxième élément, aux différentes étapes et pour chaque étape possible, il faut préciser les décisions possibles. Il faut préciser les décisions possibles. Le choix d'une décision à une étape doit provoquer la transformation du système dans un état de l'étape suivante. Donc l'étape qui suit utilise toujours les données de l'étape précédente. À chaque état de chaque étape est associé un résultat de la fonction objectif. Donc pour chaque état de chaque étape est associé toujours un résultat de la fonction objectif. Donc ça peut être la minimisation ou la maximisation. Pour notre cas, ça sera une valeur optimale correspondant à la minimisation. L'algorithme de résolution. Quel est l'algorithme de résolution? Quel est le schéma à suivre pour résoudre un programme dynamique? On commence par quoi? On commence par trouver une solution optimale pour tous les états des étapes de la dernière étape. Donc, on commence par trouver une solution optimale pour tous les états de la dernière étape. Et ensuite, on fait quoi? Ensuite, on définit une relation de récurrence qui permet de trouver une politique optimale pour les états des étapes qui suivent. En utilisant la solution récurrente, on fait progresser la résolution de l'étape finale jusqu'à l'étape initiale. Sans pour autant traîner dans des théories, vite, passons par un exemple pratique. Soit à construire une autoroute à 4 sections, les travaux ont été étudiés et ont fait l'objet de l'évaluation de construction. Les données sont représentées sous forme de graphes suivants. Nous avons les graphes avec les différents sommets. Nous avons le sommet A, le sommet B, C, D jusqu'à M. A, B est appelé comment? Est appelé état. Tandis que A seul est appelé sommet ou nœud. Et X1, X2, X3, X4, pour cet exercice et pour chaque exercice, on les appelle toujours les étapes. Sont les étapes à suivre. On a dit dans des théories qu'on va commencer par la dernière étape. La dernière étape, c'est l'étape X4 et X5. L'étape qui doit suivre, ça sera X3 et X4. L'étape qui doit suivre, ça sera X2 et X3. Et enfin, on aura à
on aura à épingler sur la dernière étape, l'étape x1 et x1, x2. Travail demandé, trouver le trajet correspondant au coût de construction plus bas. Donc à partir de ces graphes-là, nous allons trouver le trajet correspondant au coût plus bas. Avant de résoudre ces problèmes, mettons sur pied quelques notations de la résolution, où nous avons x qui correspond à quoi? Qui correspond à l'indice de l'étape. I qui correspond à l'indice de l'étape. Xi qui correspond à l'ensemble de l'étape x à l'état i. Nous avons D indice i qui est la décision de l'étape i. Nous avons la variation xi. Donc la variation ou ensemble de décisions possibles à l'étape I. Nous avons B de I, B indice I, c'est le résultat ou le gain de l'étape I. Nous avons VI, qui est la valeur de la politique optimale à partir de l'étape I. Résolvons alors notre exercice en se basant toujours sur notre graphe. On va commencer par la dernière étape. La dernière étape, c'est l'étape x4 et x5. Bien. En regardant notre formule générale, ici, nous avons la valeur de la politique optimale de l'étape xi est égale à quoi? Est égale à min du résultat ou gain de l'étape i, de l'état i à l'étape xi, de la décision i, plus la valeur de la politique optimale xi ddi. La valeur de la politique optimale qui est à ce niveau-ci correspond à la valeur de la politique optimale de l'étape précédente. Eh bien, regardons vite. Nous avons les différents sommets I, J, K, L. I donne au sommet M avec le coût de combien? De 10. Les 10 ici correspond au gain, étant donné que nous n'avons pas une valeur précédente. Donc la valeur qui est là-bas constitue directement la valeur de la politique optimale. Nous avons JM, 20 aussi mêmement, constitue la valeur de la politique optimale, 40 et 30. Sous forme d'un tableau, ça se présente de cette manière. Nous avons I qui va au sommet M avec le coût de combien? De 10. J va au sommet M avec le coût de 20. K au sommet M avec le coût de 40. L au sommet M avec le coût de combien? De 30. L, M, le coût de combien su? De 30. Donc, à ce niveau, la formule était stipulée de cette manière. V4 x4 est égal à quoi? Est égal à B4 x4. Donc la valeur de la politique optimale correspond au gain de chaque sommet. On passe à l'étape x3 et x4. On va utiliser les données de l'étape précédente, toujours en se basant sur notre graphe. Et en utilisant les données de l'étape x4. Eh bien, nous avons les différentes valeurs de la politique optimale. Notre formule va changer, n'est-ce pas? Parce que la formule ne sera plus de cette manière, sera alors stipulée de cette manière parce qu'on est déjà à cette étape. Donc on aura à prendre la valeur de la, par exemple ici, nous avons E qui va au sommet J avec le coût de combien? De 70. 70 ici constitue le B3 ici, donc on aura à mettre 70 plus quoi? Plus la valeur qui est associée à J. La valeur de la politique optimale pour J c'est combien? C'est 20. Donc on aura 70 plus combien? Plus 20. Qui donne combien? Qui donne 90. Sous forme d'un tableau, on va présenter ça de cette manière. Voilà. Nous avons I qui va agir avec le coût de combien? De 70 plus 20 qui est associé à J. Le 20 ici, qui est la valeur de la politique optimale. Nous avons F qui donne à I avec le coût de combien? De 80.
F I avec le coût de 80, plus 20 qui est associé, plus 10 plutôt, qui est associé à I, qui donne 90. FJ, F donne à J avec le coût de combien? De 60, plus 20 qui est associé au sommet J comme valeur minimale. Et là on a combien? On a 60 plus 20 donne 80. On a mis astérisque sur 80 pour dire que c'est la valeur de la politique optimale pour pour le sommet F, pour l'état F1 J. Voilà. Nous avons le sommet G à J avec le coût de combien? De 60. 60 plus le coût qui est associé à J. 60 plus 20 donne combien? 80. Et nous avons 80 là-bas. JK 90. Plus le coût qui est associé à K, c'est combien? C'est 40. 40 plus 90 donne combien? 130. GL, c'est combien? C'est 70. 70 plus le coût de L, qui est 30, qui donne combien? 100. Ensuite, nous allons regarder entre 80, 130 et 100, quelle est la valeur qui est plus petite. La valeur qui est plus petite, c'est 80. Nous avons le dernier sommet, c'est le sommet H. HK avec combien? Avec 100, plus le coût qui est associé à K, c'est combien? C'est 40. 100 plus 40 donne combien? Donne 140. Donc 140 là-bas constitue la valeur de la politique optimale. Passons à la troisième étape, l'étape X2, X3. Toujours en utilisant notre graphe, en utilisant les données de l'étape précédente. Et là, nous allons représenter B, C, E et 2. Voilà. Ici, on aura quoi alors? B à E, c'est combien? C'est 50. 50 plus le coût qui est associé à E, c'est combien? C'est 90. 90 plus 50 donne 140. Nous avons encore l'étape BF 80. 80 plus la valeur de la politique optimale 80 donne combien? Donne 160. Voilà. Nous avons les différents états pour cette étape. Nous avons BE avec 90, 50 plus 90 donne combien? 140. BF, nous avons 80 plus le coût qui est associé à F, et ici c'est combien? C'est 80. 80 plus 80 donne combien? 160. CF, nous avons CF avec combien? 60. 60 plus le coût de F qui est égal à combien? À 80, ce qui nous donne 140. Nous avons CG, le coût de combien? De 50 plus la valeur de la politique optimale ici c'est combien? C'est 80. Et là, on aura combien? On aura 50 plus 80 qui nous donne 130. Nous avons CH, 70 plus combien? 70 plus 140 qui nous donne 210. Et ensuite, on va regarder la valeur qui est plus petite, c'est 130. On a dit qu'il faut noter pour chaque état hein, une valeur, hein, une décision. Hein, la décision prise ici, c'est 130. D, nous avons DG avec 30. 30 plus le coût de G, c'est combien? C'est 80 qui donne 110. Ce que nous avons ici, le 80 correspond à ce 80 qui est là-bas. Nous avons DH qui donne 20 plus combien? Plus le coût de H, c'est combien? 140 qui nous donne 160. Entre 110 et 160, le coût qui est plus petit, c'est combien? C'est 110. Passons directement à la dernière étape. En utilisant toujours notre graphe, la dernière étape sera constituée par le sommet X1 et X2. Donc, on va regarder les flèches qui quittent X1 vers X1, X2. Toujours en utilisant les données de l'étape précédente. Ici, nous avons AB. Pour AB, nous avons, pour l'état AB, nous avons combien? 40. Plus la valeur de la politique optimale de B, c'est combien? C'est 140. 40 plus 140 donne combien? Donne 180.
Ici, nous avons AC. Donc, on aura 50 plus combien? Plus 130 qui nous donne 180. Et enfin, on aura 30 A2. 30 plus combien? Plus 110 qui nous donne 140. Sous forme de tableau, ça se présente de cette manière. Voilà. Eh bien, démonstration, comment est-ce qu'on va trouver alors le parcours, hein? On commence toujours par la dernière étape. Pour la dernière étape, on a trouvé que A2, on a le coût de combien? On a la valeur minimale de combien? De 140. L'étape précédente, nous avons, on regarde alors, il faut être très vigilant, on regarde alors, ici c'est A2, on va directement à 2 ici, hein? A2, on regarde 2 qui est ici, on part à l'étape où nous avons 2. D donne à quel sommet et quelle est la valeur minimale qui a été notée. Ici on a noté ça combien? 110, hein? Qui donne à G. Et ensuite, on va encore regarder là où nous avons G. Le sommet G, c'est ici. Quelle est la valeur qui a été notée? 80. C'est 80 qui a été noté ici, n'est-ce pas? Ce qui est bon et une bonne chose. Et ensuite, on regarde encore où est-ce que nous avons G. G est là. Et ta relation avec quel sommet? Avec M. Et le coût était de combien? De 20. Sous forme de graphe, comment est-ce que ça peut se présenter? On a trouvé 140, n'est-ce pas? Alors, démontrons cela à partir d'un graphe. À partir de notre graphe, le parcours minimal, hein, donc le parcours qui va nous coûter moins cher, c'est le parcours qui est mis ici en rouge. Hein. Vous regardez ici A2, DG, GJ et JM, et le coût de combien? De 140. Et là, on peut me regarder les valeurs directement à partir de notre graphe. Nous avons 30 plus 30 donne 60. 60 plus 60 donne 120. 120 plus 20 donne 140 qu'on a trouvé à partir de notre résolution. Merci à tous pour votre attention que vous avez tenue à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la notification pour la prochaine vidéo. Merci et ciao.